Fidèles téléspectateurs d'Apalis Info TV, chers internautes, bienvenue dans ce tout premier numéro d'Apalis Découverte où nous recevons Winston Gervais Kabemba qui est écrivain. Nous le recevons ici à Lubumbashi pour parler de son livre République démocratique du Congo, les raisons d'avoir peur. Gervais Magloire Kabemba, vous êtes écrivain, vous êtes dramaturge, vous avez écrit beaucoup de livres sur le théâtre en République démocratique du Congo. Et ce livre, il vient de paraître aux éditions Ouro. Et les raisons d'avoir peur, vous commencez ce livre avec déjà un court dialogue réel que vous avez eu avec le révérend père Raoul-Henri de Buisseret. Je vais lire ce court dialogue, mais c'est mon petit enfant de cœur. Et qu'es-tu devenu, étudiant? Ça alors, et que fais-tu par ici? Je suis en vacances, mon père. En vacances? Oui, mon père. Tu veux dire que tu ne fais rien? Je suis en vacances, vous répondez. En vacances, éternel vacancier, voyez où vous avez mis votre beau pays. Sans doute plus bas que terre. Mais que pouvions-nous, mon père? Nous ne sommes que ce que vous avez fait de nous. Ce que vous avez fait de vous. Ce que nous avons fait de vous. Mais pourquoi? Pourquoi voulez-vous toujours rejeter la faute sur les autres? Parce qu'on est toujours le fils de son père. Et nous sommes le fils de la Belgique. C'est avec ce dialogue que vous commencez votre livre. Expliquez-nous. Tout à fait. Au fait, les œuvres, elles peuvent naître d'une petite étincelle. L'élément déclencheur pour ce livre, ça a été ma rencontre avec celui qui avait été mon curé, alors que dans mon jeune âge, j'étais enfant de cœur, acolyte, comme nous disons couramment ici chez nous. Je le rencontre par hasard pendant mes vacances au village. Il me demande ce que je faisais. Là, je lui dis, je suis en vacances. Et ça l'a surpris que je n'ai rien à faire. Et très vite, il conclut que c'est parce que nous sommes trop en vacances que nous avons fait du Congo ce qu'il est devenu. Et moi, de lui répondre que non, ce sont plutôt lui, comme Belge, donc comme représentant des colonisateurs, qui ont fait que nous soyons ce que nous sommes devenus. Vous vous souvenez de l'année à laquelle vous avez fait cette rencontre? Oui, ça devait être en 1996, si j'ai bonne mémoire. Et peut-être pour une petite information, le père Raoul-Henri de Buisseret n'est pas n'importe qui. Il est de la famille du ministre belge Buisseret. Donc ceux qui connaissent bien l'histoire de la colonisation du Congo, Buisseret a été un ministre qui a géré aussi la colonie du Congo alors. Voilà pourquoi je lui dis, nous sommes, d'une manière ou d'une autre, nous sommes les enfants de la Belgique. Si nous sommes ce que nous sommes, paresseux, peut-être farceurs, distraits, nous avons hérité quelque chose de la Belgique. Donc, c'est de là qu'est partie l'idée de maintenant de vouloir faire la part des choses. Avait-il raison de nous reprocher d'avoir abîmé le Congo qu'ils nous ont légué en 1960? Ou fallait-il remonter plus haut? Ça, c'est moi maintenant de mon côté. Il y a du vrai dans ce qu'il dit, mais quelle est la part aussi de l'autre? Le Congo, s'il est ce qu'il est devenu aujourd'hui, nous le devons seulement à notre mauvaise gouvernance, malgouvernance, ou plutôt nous avons hérité quelque chose de plus profond des gens qui nous ont colonisés. C'est la part que le livre essaye de faire entre les deux réalités. Et avant même d'entrer dans le vif du sujet, quand le lecteur ouvre les premières pages, vous allez à la 7e page, il y a 3 proverbes. Il y a un proverbe Bemba, Inama, je ne sais pas si je prononce bien, oui. Inama Yamwaïse Tainona. Yamwaïke Tainona, j'ai bien prononcé. Exactement. Un proverbe Bemba qui dit l'animal élevé par un enfant n'engraisse jamais. Et en Swahili, vous dites Mbuzi ya maskini Isa, et proverbe Swahili, la chèvre du pauvre n'aimait jamais bas. Tout à fait. Malheureux est le royaume dont le souverain est un enfant. Un proverbe favori de Chikaya Utansi. Ouais. Expliquez-nous un peu ce que ça veut dire. Je commence par le premier proverbe. Inamaya Moaiche Tainona. La bête élevée par un enfant n'engraisse jamais. La Belgique, sur le chiquier européen, c'est un enfant.
Je l'ai dit dans la première partie de mon livre, la Belgique, quand elle nous a colonisés, elle venait à peine de totaliser 30 ans comme nation en Europe. La Belgique a eu son indépendance en 1850. Avec la participation de la France, c'était une colonie hollandaise. Donc 30 ans après, c'est encore un jeune homme par rapport, si on prend la vie des États, nous la comparons à la vie des personnes humaines, c'était encore un enfant. Par rapport, par exemple, à la France, par rapport à la Prusse de l'époque qui est devenue l'Allemagne aujourd'hui, c'était des nations, des vieilles nations. Donc quand un enfant, par aventure, s'hasarde à élever une bête, ça peut être une chèvre, n'importe quoi, cette bête ne va jamais engraisser. Donc le sort ou les torts que nous Congolais nous connaissons aujourd'hui, c'est parce que nous avons été élevés par un enfant. Un enfant comparé à la couronne britannique, comparé à la couronne française, la Belgique n'avait que 30 ans d'existence. Ce n'est même pas la Belgique qui nous a colonisés. C'est le roi des Belges seul, parce que la Belgique a refusé de s'hasarder dans cette aventure coloniale. C'est le roi des Belges seul, sans son pays. Qui en a fait un bien privé. Un bien privé parce qu'il avait été lâché par son pays. Il faut dire que lui-même, il avait des problèmes. La couronne de Belgique, la lignée ici, la généalogie des rois belges, ils ne sont pas belges à proprement parler. Ce sont des étrangers en Belgique. Ce sont des princes allemands. Quand la Belgique a eu son indépendance en 1850, à l'époque, ce qui faisait la stabilité des États en Europe, c'était les monarchies. Ils n'avaient pas voulu proclamer une république, ils ont cherché à en faire un royaume. Ils ont cherché, parmi les Belges, une maison qui pouvait prétendre avoir suffisamment de moyens, suffisamment de rayonnement pour prétendre à la couronne. Ils n'ont pas trouvé un Belge qui pouvait être couronné roi. C'est ainsi qu'ils sont partis chercher un prince allemand. Léopold Ier, c'est un Allemand. Donc, comme étranger, Léopold Ier et Léopold II ne se sentiront jamais à l'aise en Belgique. La politique qu'il a menée était toujours en contradiction avec celle du pays. Voilà pourquoi la Belgique a dit, nous ne faisons pas cette aventure de colonisation, vous y allez seul. Il y est allé seul, il a dépensé son petit bien. Mais finalement, quand le Congo a commencé à rapporter, ça c'est une autre chose, c'est déjà dans la deuxième partie du livre. Je préfère que vous ayez d'autres questions posées au lieu que j'anticipe. C'est pourquoi vous écrivez RD Congo, les raisons d'avoir peur. Et dans l'introduction, vous nous présentez la peur d'avoir peur, la République démocratique du Congo de Léopold au Congo de Kagame, les raisons d'avoir peur. Oui. Comment vous nous expliquez ça? Dans cette phrase un peu provocatrice, j'ai simplement résumé le destin du Congo. C'est un pays, pour moi, qui n'a jamais été. C'est un pays qui appartient aux autres, qui ne nous appartiendra jamais si nous ne prenons pas conscience. C'est pourquoi je cherche à causer la peur dans mes compatriotes. Parce que pour moi, la peur, ce n'est pas un sentiment à frapper d'un signe négatif. C'est la peur qui a fait que l'homme cherche à se faire soigner pour éviter la maladie. C'est la peur qui a fait que l'on invente toutes sortes de machines pour s'éviter la pénibilité du travail. Si nous prenons conscience de cette peur, alors et seulement nous comprendrons que le Congo ne nous a jamais appartenu et nous ferons en sorte qu'il nous appartienne. Depuis l'origine, c'est le Congo de Léopold. Après, il est devenu celui de Belge. Et à ce jour, nous sommes en train de nous le disputer avec le Rwanda. D'où de manière raccourcie, j'ai dit carrément que c'est le Congo de Kagame. Et vous continuez, vous dites que la première fausse note, c'est l'AIA. Vous écrivez, le présent serait, vous référez à André Gide, oui. Le présent serait plein de tous les avenirs si le passé n'y projetait déjà une histoire. Mais hélas, un unique passé propose un unique avenir. Vous présentez ici le vieil homme malade d'Afrique, qui est le Congo. Le Congo est malade de la vie de tous, gravement malade, mais s'est-il bien porté un seul jour de sa vie? Mais au fait de quoi souffre ce géant noir à genoux? De quoi souffre le Congo aujourd'hui? Il souffre des tares qui lui ont été transmises par ses deux parents. Le Congo aura eu comme parent, si je dois imaginer mon discours, le premier parent c'est Léopold II. Je l'ai dit d'entrée en matière que Léopold II c'est un étranger. Le fait de n'avoir pas été accepté totalement par la Belgique, c'est déjà une première maladie qu'il transmettra à son enfant. Le Congo c'est pratiquement le pays qui est dirigé par les étrangers. Depuis l'origine, Léopold II lui-même est un étranger qu'il a dirigé. Ensuite, il a eu comme deuxième parent la Belgique, qui était, je l'ai dit, enfant. Donc, quand deux parents encore enfants mettent au monde, l'enfant qu'ils mettent au monde, il a 1000 chances de ne pas être un enfant sain et normal. C'est pourquoi vous parlez le couple et l'enfant indésiré. Oui,
C'est un enfant qui n'avait pas désiré. Léopold voulait cet enfant-là. La Belgique a dit non, on a forcé les choses. Le Congo est quand même né. Il est né quand nous remontons à l'AIA, l'Association internationale africaine. Jamais dans l'histoire de la colonisation, on a caché les véritables desseins de colonisation sous de mobiles tout à fait humanitaires comme on l'a fait, comme Léopold II l'a fait à son époque. Il savait qu'il n'avait pas de moyens. Si déjà il disait qu'il voulait coloniser, il savait qu'il se mettrait toutes les puissances de l'Europe contre lui. Voilà pourquoi, dès le départ, il commence par un mensonge. Nous souffrons de ces premiers mensonges-là. Il commence par mentir à l'Europe qu'il venait en Afrique juste pour découvrir les fleuves. Il y a une conférence géographique, une conférence humanitaire avec la Vigérie pour mettre fin à l'esclavagisme, des histoires comme ça. Alors, deuxième erreur deuxième tare que nous avons avec nous dans le sang, c'est que ce faisant, comme il ne pouvait pas s'afficher seul, quand la France venait coloniser le Congo-Brazza, quand la France allait coloniser le Mali, elle n'allait pas avec toutes les puissances de l'Europe derrière elle. Quand l'Angleterre colonisait l'Afrique du Sud ou la Rhodésie, ce n'était pas avec toutes les puissances derrière son drapeau. Mais Léopold II, parce qu'il était isolé, ce n'était qu'un individu, ce n'était même pas un État, il fallait qu'il s'associe avec tout le monde. Voilà pourquoi il a créé cette association internationale africaine, dans laquelle on va trouver des Allemands, on va trouver des Anglais, on va trouver des Français, toutes les puissances du monde réunies. Alors, ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, ces puissances-là, qui avaient été invitées à la découverte du Congo, ces puissances-là continuent à nous réclamer. Ce qui fait que le Congo ne nous appartient pas. Ce qui fait que même quand il y a des problèmes, la Belgique a du mal à défendre sa colonie, comme on voit la France se mettre debout et dire non aux autres puissances qui veulent intervenir dans son précaré. Mais la Belgique, c'est un enfant qui a élevé une bête qui n'engraisse jamais, elle n'ose jamais hausser le ton et le Congo est à la merci de tout venant. Dans la deuxième partie, vous parlez du Congo de la Belgique. Dans la troisième, vous parlez du Congo de Lumumba. Oui. Il y a quelle différence entre ces deux Congos? La différence, elle est notable. Léopold II colonise seul le Congo. C'est un pays qu'on... Il faut peut-être que je revienne aux premières heures. Comment Léopold II est arrivé à s'intéresser au Congo? C'est le premier voyage de Stanley. Livingstone, c'est le plus grand explorateur du 19e siècle. Il est venu en Afrique, on n'avait plus de ses nouvelles en Europe. Il fallait trouver quelqu'un qui pouvait venir à sa recherche. Et là, on va recruter Henry Morton Stanley, un Britannique qui s'était naturalisé américain après. Avec derrière lui le New York Herald, ainsi de suite. Il vient en Afrique à la recherche de Livingstone. Il va le rencontrer à Ujiji en 1871. Pendant qu'il voyageait ou pendant qu'il se promenait en Afrique à la recherche de Livingstone, il va parcourir le Congo. Il va voir les immenses richesses de ce pays, dont personne ne voulait à l'époque. Il rentre en Europe après avoir trouvé Livingstone. Comme anglais, ça c'est sa propre déclaration. Il dit, comme citoyen britannique, je voudrais que le pays que je viens de découvrir profite à ma nation. Il arrive à Liverpool, il fait une grande conférence pour intéresser les Anglais à venir occuper le Congo. Personne ne s'est intéressé au Congo. Des guerres là, s'il a tourné, personne n'arrive à s'intéresser à lui. Il va aux États-Unis comme deuxième patrie. Il fait des conférences un peu partout, personne ne s'intéresse. Pendant qu'il faisait ces conférences, Léopold II va entendre qu'il y a un monsieur qui était au cœur de l'Afrique, qui est revenu, qui vante une terre qu'il aurait découverte. C'est finalement Léopold II qui va lui envoyer des émissaires et il va le recevoir au palais de la Eken. C'est là qu'ils vont se mettre ensemble pour maintenant préparer le deuxième et le troisième voyage de Stanley. Le troisième voyage de Stanley, c'était maintenant pour rentabiliser le Congo, parce qu'il y a une phrase célèbre que tous nous connaissons. Sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Oui. Donc il fallait rentabiliser, il fallait créer un chemin de fer pour évacuer tout ce qu'il y avait comme richesse au cœur du Congo, en l'évacuant vers l'océan et de là l'embarquer vers l'Europe. Ce sera fait. Mbula Matari va se mettre, on va construire le Congo-Océan qui va aller jusqu'à l'océan Matadi, ainsi de suite. Le Congo devient rentable. Il commence maintenant à produire beaucoup. Et là, maintenant, Léopold II va commettre une erreur. Il va convoquer la conférence géographique de Bruxelles. Il était convenu, en 1885, à la conférence de Berlin, il était convenu que toutes les puissances devaient opérer dans le bassin du Congo sans payer la moindre taxe. C'est un pays qui appartenait à toutes les puissances. Mais quand le Congo devient rentable, Léopold II, avec la conférence géographique de Bruxelles, il impose une taxe aux autres puissances qui devaient naviguer sur le fleuve Congo. Et là, les puissances se disent, Léopold II n'a pas été correct avec nous. Il était convenu que nous ne paierions rien, maintenant il nous fait payer. Il était devenu indésirable. Les puissances vont faire pression sur Léopold II pour qu'il cède le Congo à la Belgique. On va y procéder de deux façons.
À l'intérieur, on va faire pression, on va toujours manipuler le Parlement belge pour dire non, il faut maintenant remettre le Congo à la Belgique. À l'extérieur, il y aura une grande campagne de dénigrement pour dire Léopold II était en train de couper les mains des nègres qui ne coupaient pas suffisamment des VA. C'est le fameux Red Rabat. Ouais. On va le pousser finalement. Contre lui, il va libérer le Congo en 1908. Ce sera maintenant le Congo belge. Avant, c'était le Congo de Léopold. Après, c'est le Congo belge. C'est la Belgique maintenant qui prend le Congo en 1908. La Belgique, à son tour, rentabilise le Congo. Il devient très juteux. Les mêmes puissances qui avaient refusé le Congo quand Stanley le leur proposait, donc je cite par là, les États-Unis et les Britanniques, parce que ce sont les mêmes. Ce sont les Britanniques qui sont partis occuper l'Amérique de l'autre côté. Depuis la nuit de temps, la politique américaine, elle ne s'est jamais séparée de la politique britannique. Donc les mêmes puissances vont chercher à récupérer le Congo en 60. Ils vont faire pression sur la Belgique pour céder le Congo. On va créer une indépendance à la qui va vite. On va organiser la conférence de la table ronde, ainsi de suite, en faisant pression sur la Belgique. Et finalement, bon an, mal an, on va libérer le Congo en 1960. Nous allons avoir cette indépendance entre guillemets. Ça, ce sera maintenant le Congo de Lumumba qui naîtra de cette façon. Avec une crise qui va s'en suivre, son histoire avec Kasavubu. Tout à fait. On va jusqu'au Congo de Mobutu que vous évoquez dans le 3e livre. Vous l'appelez même roi Mobutu dans votre livre. Vous dites sous quel angle qu'on le prenne, le personnage, un peu moins la personne de Mobutu, fascine, intrigue et déroute à la fois. Beaucoup de choses, des vérités comme des contre-vérités ont été dites ou écrites sur l'homme à la toque de léopard. Sa biographie alambiquée attribue sa maternité à une mère de 8 ans, mais déjà 4 fois mère. Elle aurait donc eu son premier enfant à 2 ans, puisque l'histoire officielle donne la date du 30 octobre 1930 comme celle de sa naissance et 1922 comme année de naissance de Mama Yemo, sa mère. Ouais. Cette contradiction-là, vous la sentez. Mama Yemo est née en 1928. En 1922. Déjà, en 1930, Mobutu est le 4e enfant de Mama Yemo. Le premier enfant, Mama Yemo l'aura eu quand? Même Mobutu comme 4e enfant. 30 moins 22. Elle avait 8 ans donc quand elle a mis au monde. Donc on sent ces zones d'ombre dans la biographie de Mobutu. Il n'est pas le seul président à avoir des zones d'ombre pour ce pays. Mais je voudrais peut-être, avant de parler du Congo de Mobutu, revenir un peu sur le Congo de Lumumba. Vous avez évoqué la crise qui s'en est suivie en 1960. Oui. C'est une crise qui avait été préparée par les gens qui nous ont donné l'indépendance. Parce que tout ce qui s'est fait vite n'est pas fait pour donner de bons résultats. Parce que déjà, Van Bilsen, par exemple, proposait le plan de Tantan. Oui, tout à fait. Je parle de Van Bilsen et moi, j'aurais voulu qu'on reconnaisse le mérite de cet homme-là qui n'a pas été écouté en son temps. Je reviens à la conférence de la table ronde. Il y a une première table ronde, c'est la table ronde politique, à laquelle assistait tout ce qu'on avait comme crème politique à l'époque. Ils y allaient là-bas juste pour se partager les portefeuilles, le pouvoir, vous serez ministre de ceci, ainsi de suite. Mais ce qu'ils avaient oublié, que le plus important, ce n'était pas les portefeuilles politiques. Le plus important, c'est l'économie. C'est ainsi qu'après cette première table ronde, il y a eu une deuxième table ronde économique. Mais pratiquement aucun des grands leaders du moment, que ce soit Kasavubu y a été, mais pas Lumumba, oui. Pas tous les autres. Oui. La table ronde économique, on a délégué des lieutenants, comme on dit là, des sous-fifres. Et pour l'histoire, il y a un participant de la table ronde, c'est Mario Cardozo, qui à l'époque n'était qu'étudiant en 2e graduat, qui devait discuter avec ses professeurs de droit à l'université de Lovanium, ou de Louvain. Vous comprenez un peu comment c'était un combat très inégal. Les étudiants face à des professeurs aguerris de droit pour parler des questions d'économie. Ce qui fait qu'en fin de compte, le Congo a perdu à la conférence de la table ronde. C'est là que nous avons aussi beaucoup perdu. Le portefeuille, l'ensemble des entreprises faisant partie du portefeuille congolais valait une affaire de 80 milliards de francs de l'époque. Mais en contrepartie, la Belgique a accepté de donner 2 milliards pour que le Congo demeure le 30 juin 1960 et a confisqué lesquels 80 milliards. Avant que cela ne se fasse, il y a une loi qui sera votée en Belgique qui autorisait les entreprises congolaises de changer de nationalité si elles le voulaient avant l'indépendance. Ce qui va faire que bon nombre d'entreprises congolaises vont devenir belges à la veille de l'indépendance et par conséquent, les fonds seront rapatriés en Belgique. Donc, on a eu l'indépendance, mais on n'a pas eu les leviers pour faire fonctionner cette indépendance. On n'avait pas l'économie à main. On n'avait pas l'économie à main. Les clés, comme l'a dit quelqu'un, les clés de notre indépendance étaient restées en Belgique.
On s'était précipité pour se disputer les portefeuilles, les ministères, mais sans avoir même de quoi faire fonctionner les nouveaux États. Et dans le Congo de Mobutu, vous revenez sur les relations entre Mobutu et Bisengimana, le loup dans la bergerie, la traîtrise envers Lumumba, le sadisme dont il fit preuve envers Kimba Evariste et les autres pendus de la Pentecôte ne sont rien par rapport au service que Mobutu a rendu aux Américains en ouvrant un deuxième front derrière les pays de la ligne de front ou dans la déstabilisation de l'Angola, tout en parlant longuement de l'Afrique du haut de la tribune des Nations Unies, dénonçant au passage les injustices nulle part au monde sauf dans ce continent, le colonialisme et le néocolonialisme au service duquel il restera toute sa vie. Mais l'histoire retiendra surtout qu'il est aussi celui par qui le scandale est arrivé. Oui. Mobutu, je l'ai dit, vous avez lu un beau passage là que j'aime bien. Le personnage de Mobutu, il fascine parce c'est un personnage épais. Il n'est pas facile à saisir. Pourquoi ça? Il pouvait, du haut de la tribune des Nations Unies, condamner le néocolonialisme, ainsi de dénoncer les injustices commises au monde, pendant que lui-même, Mobutu, il faut le dire aussi aujourd'hui à haute voix, Mobutu avait déjà été recruté avant 1960 par la CIA. C'est la CIA qui va placer Mobutu comme secrétaire derrière Lumumba. C'est la CIA qui va préparer en sommet l'ascension de Mobutu. C'est la CIA qui va éliminer Lumumba. Donc Mobutu était déjà au service des néocolonialistes. Mobutu était déjà au service des gens qu'il est en train de condamner, mais il pouvait monter à la tribune et haranguer les foules, parler de tout ça pendant qu'il servait la même cause. Mobutu va déstabiliser l'Angola parce que la base de Kamina, entre nous soit dit, elle a été créée, entretenue, arrangée, agrandie avec un grand aéroport équipé juste pour essayer de donner les munitions, les armes et autres à l'UNITA qui était en guerre contre les MPLA d'Agostino Neto à l'époque. Donc Mobutu a joué le rôle que joue aujourd'hui Kagame par rapport à la déstabilisation de l'Afrique centrale. C'est ce rôle-là que Mobutu a joué. Mais à haute voix, il pouvait nier tout, il pouvait tout condamner. En somme, il encourageait les Américains, il recevait tout ce qu'il pouvait recevoir d'eux pour déstabiliser et bloquer surtout l'expansion du communisme. Parce que nous sommes en pleine période de la guerre froide. Les Américains ne voulaient pas voir le drapeau rouge flotter à travers l'Afrique. Ils ne voulaient pas accepter la présence de Cubains en Angola. Il fallait qu'ils se servent de Mobutu pour bloquer l'expansion du communisme. Et là, vous présentez encore dans ce livre deux personnages, Mobutu et Bisengimana. Oui. Pourquoi? Bisengimana a été l'homme à tout faire de Mobutu. Bisengimana a été directeur de cabinet. Plus qu'un directeur de cabinet, c'est lui qui signait tout. C'est Bisengimana qui va donner la nationalité congolaise à tous les Tutsis, sans distinction. C'est la première fois dans l'histoire qu'on a attribué une nationalité collectivement comme ça à un groupe de gens. La nationalité, c'est demande. On fait une demande, on l'introduit, ainsi de suite. Mais avec Bisengimana, qui était l'homme orchestre de Mobutu, on a accordé gratuitement la nationalité congolaise. Donc le soubresaut que nous connaissons aujourd'hui à l'Est, la mauvaise cohabitation de Benyamulenge, de ceux qui se font appeler Benyamulenge, avec les gens qu'ils ont trouvés sur place, ce sont les germes que Bisengimana a sémés. Ainsi, vous continuez, vous avez évoqué l'évolution de la dette de Mobutu selon une étude du CADETEM intitulée « Les années Mobutu 1975-1985, l'accroissement exponentiel d'une dette odieuse entre 1965 et 1969, le stock de la dette extérieure du Congo est passé de 32 à 195 millions de dollars. En 1970, une première rupture est notée dans l'évolution de la dette. En effet, elle est multipliée par 2 en un an, passant de 159 à 342 millions de dollars. L'endettement de cette période correspond aux emprunts contractés auprès d'organismes privés garantis par les ressources minières potentielles et réelles du Zaïre, lesquelles seraient de gage. En effet, la part privée de la dette publique est plus importante comparée aux parts bilatérales et multilatérales. La dette de Mobutu, il faut qu'on en parle. Très peu savent que parmi les raisons qui ont fait que on supprime très rapidement M. Laurent Désiré Kabila, il n'y a pas que cette querelle byzantine ou intestine avec les Rwandais. Non. L'une des raisons majeures pour laquelle les Américains n'ont pas supporté Kabila, c'était d'avoir refusé la dette de Mobutu. En droit, il y a ce que l'on appelle aujourd'hui la dette odieuse. Lorsqu'une dette a été contractée par un dictateur, lorsqu'une dette n'a pas profité au peuple,
lorsqu'une dette a servi à financer les intérêts des prêteurs, comme c'était le cas avec les éléphants blancs, le barrage Inga, tout le matériel acheté à l'extérieur. Nous n'avions pas besoin des barrages parce que finalement, on va même créer la ligne Inga-Chaba alors que le Chaba de l'époque se suffisait avec ce qu'il avait comme barrage. Mais il fallait construire la sidérurgie de Maluku, ainsi de suite, beaucoup d'éléphants blancs parce qu'il y avait trop d'argent en Europe dont on ne savait que faire. Il fallait pousser les pays africains à contracter des dettes. Non pas dans l'intérêt des pays africains, non pas pour réellement développer les pays africains, mais juste pour que le matériel qui rouillait dans les usines des Occidentaux trouve où aller. Donc, quand ces conditions-là sont réunies, c'est une dette contractée par un dictateur, c'est une dette qui n'a pas profité au peuple, parfois qui a même servi aux intérêts immédiats du peuple, c'est une dette qui a été encouragée par les prêteurs. Le pays est en droit de refuser de rembourser cette dette. Et quand Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir en 1997, il a refusé la dette de Mobutu. Oui, parce que vous avez déjà évoqué les Kabila dans votre 4e livre. Oui. Les 2 Kabila. Les 2 Kabila. Et le premier Kabila, le père, qui était presque un parfait inconnu qui entre sur la scène. Oui. C'est celui qu'on n'attendait pas, qui a dérouté tout le monde. On se disait, c'est juste un creuseur d'or qui de temps en temps peut entrer à Moba, prendre un peu d'argent. Mais quand il a pris le pouvoir, le personnage a montré qu'il avait une position, qu'il avait une option pour son pays, il avait une philosophie, il avait une vision pour le Congo. Il a refusé de se laisser manipuler, notamment en refusant d'endosser la dette de Mobutu. Il fallait le faire partir le plus tôt possible. Alors le deuxième Kabila, le fils, soit parce qu'il a vu tuer son père, soit parce qu'il a eu trop peur de ce qui était arrivé à son prédécesseur, la première chose qu'il fera, c'est d'accepter de payer la dette de Mobutu. La deuxième chose qu'il fera, c'est d'accepter de dépecer la Gécamine. Ce qui a donné naissance à tout ce que nous connaissons comme mining aujourd'hui, qui ne profite pas au pays, mais qui profite à l'extérieur. Les 2 conditions que Kabila père avait refusées. Ça, c'est la différence notable que je mets entre le père et le fils. Et pour pratiquement conclure l'émission, vous venez pratiquement nous parler de l'actualité. Le masque est tombé, vous parlez du mythe Imatusi, vous évoquez le rôle du Rwanda, de l'Ouganda. Oui. Il faut se dire que le peuple rwandais, depuis la nuit de temps, c'est un peuple belliqueux. Le Rwanda, c'est connu de tout le monde qu'il a 2 principales tribus, les Tutsis et les Hutus. Les Hutus, ils sont majoritaires, ils sont bantous. Les Tutsis, ils sont nilotiques. Depuis la nuit de temps, les Tutsis ont toujours cherché à mater la majorité. Et ce qui arrive souvent, quand les colons vont arriver, surtout après la guerre, quand on va céder le Rwanda ou Burundi à la Belgique va plus s'appuyer sur la petite minorité, il va la favoriser, on va former plus les Tutsis, ce qui va faire qu'ils vont dominer au pays. Mais ce que l'on doit aussi noter ici, c'est que le Rwanda, c'est un tout petit pays. C'est l'un des pays les plus peuplés d'Afrique. Même si aujourd'hui, le Rwanda se frappe la poitrine pour vouloir accueillir les gens, les immigrés clandestins qui sont en Angleterre, je ne comprends pas où ils mettront tous ces gens. Parce qu'ils ont déjà, dès le départ, un problème de surpopulation. Donc, pour les Rwandais, que vous soyez Hutu ou Tutsi, la solution qu'ils ont toujours rêvé, c'est d'accroître, d'étendre un peu les limites de leur pays. Même du temps d'Abiyarimana, qui était Hutu. Ce projet-là de prendre une partie du Kivu existait déjà. Même avant Abiyarimana, même quand vous lisez, leur penseur le plus connu, c'est Kagame, Alexis Kagame, monsieur l'abbé Alexis Kagame, non pas Paul Kagame le président, mais le philosophe Alexis Kagame. C'est dans cette logique-là que le Rwanda a toujours réfléchi. Il se sent trop à l'écart dans son petit pays, un petit pays pauvre. À côté, il y a un grand pays très vaste, avec des étendues presque inoccupées, avec des richesses mal exploitées, qui ne font qu'attiser la convoitise. Donc, le Rwanda a été pressenti par les Occidentaux, notamment par l'administration Bill Clinton, comme étant le meilleur partenaire pour mettre en application ce qu'il préparait. Donc, pour Bill Clinton, il fallait effacer la France de l'Afrique centrale. Parce que le précaré ici, à l'époque, Abiyarimana, c'était l'homme des Français. Mobutu lui-même, il roulait tantôt avec les Américains, tantôt avec les Français. Donc, il voulait s'assurer d'avoir quelqu'un qui pouvait vraiment écarter la France des richesses du Congo. Et ils ont utilisé le Rwanda parce qu'ils ont trouvé un nez de gens qui agissent sans sentiment, qui tuent sans peur, qui tuent sans remords, sans scrupules.
Donc, des gens impavides qui vont droit dans ce qu'ils vont faire, des gens calculateurs. C'est pourquoi vous parlez de l'Empire Imatutsi dans L'Empire votre Imatutsi. Donc, livre. Et pour conclure, il y a un concours d'intérêt entre les Occidentaux et les Rwandais. Et pour conclure votre livre, vous évoquez Laurent Désiré Kabila, Félix Tshisekedi, vous parlez de deux destins croisés. Ouais. Et vous qualifiez ici de Félix Tshisekedi est un vainqueur issu de la race des vaincus. Spartacus, l'esclave qui prend la rage au cœur, la tête de la corde pieuse de ses frères de chaîne pour jouer son va-tout contre la puissance de Rome. À ce titre, il n'est pas seulement le fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, l'héritier de son long combat, il est aussi le fils de Laurent Désiré Kabila, même plus fils que Joseph Kabila. La ressemblance n'est pas seulement physique, la même silhouette épaisse, la même lourdeur de grand pachyderme qui a trompé plus d'un sur la rapidité des réflexes. Effectivement, Félix est l'héritier de son père. Son père n'a pas eu le temps de régner sur le Congo. Le destin a voulu que ce soit les fils. Il se devait de redorer, il se devait de donner corps à ce qui avait été le rêve de son père. Un Congo libre. Mais à quel prix? Parce que le combat, il est encore grand. Donc, je crois qu'il doit puiser beaucoup plus de ressources mentales dans le combat qui a été celui de Laurent Désiré Kabila. Moi, je voudrais qu'il s'aligne sur ce combat-là. Qu'il soit catégorique. Qu'il pense même au sacrifice suprême si cela peut faire un jour le bonheur des Congolais comme Laurent Désiré l'a fait. Mais s'il renonce à faire un jour don de sa personne aux Congolais pour rendre ce Congo indépendant, alors il n'aura pas été le fils de Tshisekedi, il n'aura pas été le fils de Laurent Désiré Kabila. Vraiment un livre que nous recommandons à tous les internautes qui regardent cette émission. Winston Gervais Kabemba qui écrit République démocratique du Congo, les raisons d'avoir peur, paru aux éditions Ourou. Un grand livre, un livre de 355 pages. En tout cas, qui étanche pratiquement ma soif en tant que journaliste, en tant que personne de recherche. Un livre vraiment riche que nous recommandons à tous les Congolais et même aux étrangers qui veulent pratiquement découvrir l'histoire du Congo, l'histoire de la RDC. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est peut-être vous dire merci parce que déjà avec ce que vous faites là, vous aidez le livre. Le livre est sorti il y a déjà un bon bout de temps, mais il n'a jamais bénéficié de la publicité. Le livre, c'est une marchandise. Tout ce qui n'est pas médiatisé ne se vend plus. On ne va pas le donner de poche en poche comme ça, comme dans la tradition orale où on parlait de bouche à oreille. Je crois que c'est demandé qu'un jour encore, on puisse refaire une émission pour entrer peut-être en détail, oui, prendre un aspect du Congo, parce que le Congo, oui, il est tellement grand, l'histoire, oui, du Congo. Oui. Il faudra peut-être qu'un jour, on revienne plus en détail, par exemple, sur le Congo de Lumumba, oui, seulement, oui, qu'on revienne un peu plus en détail sur la table ronde, comment nous avons perdu à la table ronde. Et ce sera une manière de faire connaître davantage mon livre. C'est donc vous dire merci. Oui. Merci beaucoup à vous. Ce talk show est terminé sur Apalis Info TV, notre chaîne YouTube. Nous présentons un peu notre invité, Winston Gervais Kabemba Ilunga, et vous êtes enseignant et chercheur à l'ISPP. Vous comptez beaucoup de livres, une vingtaine d'ouvrages à votre actif, pour la plupart qui sont inédits. Vous avez écrit Le théâtre et sa moitié, Le Haut-Katanga, L'heure du choix, Actu Sud, De l'autre côté de la mémoire, qui est une poésie inédite, Silence Empire, un théâtre inédit, Les sels de la terre. En tout cas, des ouvrages, des œuvres de Gervais Kabemba que nous aurons le plaisir de recevoir prochainement pour parler d'autres choses. Je remercie Yves Moussassa, notre technicien en matière multimédia, notre expert multimédia qui nous réalise cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous voulez nous contacter, il y a le numéro en bas de votre petit écran là pour pratiquement nous contacter et pourquoi pas découvrir, parler du Congo, parler d'autres choses, de l'histoire, des richesses de ce pays. À bientôt.